Bonjour, alors me voilà reparti cette fois-ci dans un lieu un peu différent, comme on peut le voir, qui est assez chaleureux. Eh bien, je suis parti pour deux étapes, dirons-nous. Je pense que je vais diviser ça en deux étapes. Je poursuis l'étude et l'analyse de la fantaisie en ré mineur de Mozart. Je vais aborder maintenant, en première étape, l'adagio proprement dit. L'adagio en ré mineur, le corps même de la fantaisie. Et dans une deuxième étape, je me consacrerai à l'allegretto final en ré majeur. Alors, pour cette section en ré mineur, j'ai plusieurs possibilités de point de vue, je dirais. Je vais en adopter un qui vaut ce qu'il vaut, d'autres seraient possibles, d'autres découpages seraient possibles. Je vais tout simplement diviser cet adagio en trois parties, de la manière la plus simple qui soit, la plus claire et limpide et compréhensible. C'est-à-dire, je vais me mettre au piano d'ailleurs pour bien expliquer ça, je vais partir des trois sections qui exposent ce thème en ré mineur. Alors, je les précise que chacun puisse regarder sur la partition, et ne n'oublions pas qu'il faut avoir la partition pour bien suivre ces analyses, hein, parce que sans la partition, c'est vraiment difficile. Je ne peux pas, bien évidemment, sur le tableau, écrire tout le texte, c'est vraiment beaucoup trop grand. Alors, la première section, c'est mesure 12 avec ce thème. Voilà, on est bien d'accord. La deuxième section est mesure 29. On est en la mineur. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire ça. Voilà. Et la troisième section, c'est de nouveau le même texte en ré mineur et c'est mesure 45. C'est-à-dire... Voilà, etc. On s'est bien compris. Donc, parce qu'il y avait d'autres possibilités de découpage, etc., je prends celle-ci qui me semble la plus simple. Donc, je vais me consacrer maintenant, et je vais faire un petit avertissement. Je vais me consacrer donc à cette partie qui va de la mesure 12 à la mesure 28. Voilà. Oui, pardon, j'ai des hésitations dans mon propos. Ce que je voulais dire, c'est que je vais utiliser, je crois qu'on l'a déjà compris, j'ai dû le dire à une autre occasion, mais je le redis parce qu'ici c'est vraiment le cas, j'utilise certains extraits pour élargir, c'est-à-dire que là je vais par exemple passer un petit moment sur les mesures, je l'ai dit tout de suite comme ça c'est clair, mesure 26-27. Mesure 26-27, je vais faire un point de la situation, je vais évidemment l'analyser et je vais élargir un petit peu le propos. Voilà, donc c'est un peu l'analyse pour moi ici, est aussi un prétexte pour envisager certains types d'enchaînements et les rattacher à d'autres œuvres. Il me semble d'ailleurs que c'est bien là un des intérêts de l'analyse et que ça complète les études d'écriture proprement dites, c'est-à-dire que quand on apprend à écrire tel ou tel enchaînement, il est absolument indispensable de savoir, dans un premier temps modestement, et puis par la suite évidemment de manière plus exhaustive, savoir où se trouve dans l'histoire de la musique tel ou tel enchaînement. Donc le resituer chez Bach, Mozart, etc. Enfin voilà, donc je vais le faire ici. Voilà. Alors maintenant ce que je voulais rappeler, c'est que dans la vidéo précédente, j'ai déjà analysé cette section. Hein. Je ne vais donc bien sûr pas recommencer. Je rappelle simplement que ce thème est suivi, ce thème, c'est-à-dire je le rejoue au risque de passer un peu de temps. Voilà. Ça sera suivi de cette exclamation, on s'en souvient, répétée à l'aigu de manière atténuée et variée, donc. Puis, voilà, c'est-à-dire, ici, un repos sur dominante. Mozart, évidemment,
développe cet accord, le déplie en quelque sorte sous forme d'arpège, mais il y a une station, un arrêt, un repos sur la dominante. Il s'agit donc bien d'une demi-cadence. Autrement dit, la section que je laisse un petit peu de côté pour l'avoir déjà analysée sont donc les mesures, 4 mesures et 4, 8 mesures de 12 à 20, enfin peu importe, 4 et 4, 8 bien sûr, jusqu'à la mesure 20. Voilà. Donc on arrive sur cette demi-cadence. Alors maintenant, petite remarque, je vais avancer puisque j'ai déjà dit beaucoup de choses, hein, je ne vais pas me répéter, ce ne serait pas extraordinaire. Maintenant, il y a cet aspect fantaisie, j'en avais déjà parlé. La sonate est un peu de caractère différent. La sonate est plus construite et plus unie à son thème qui se développe, tandis que là, c'est une écriture beaucoup plus hachée, faite de ruptures. Première rupture très importante, c'est ce repos sur dominante. Alors quand je parle de rupture, je finirai mes phrases, mais quand je parle de rupture, il y a rupture de tous les points de vue. C'est-à-dire changement de registre, changement d'écriture, changement de nuance, passer d'un piano, voire pianissimo, à un forte, voire fortissimo. C'est ça ce à quoi je fais allusion quand je parle de rupture, c'est-à-dire de cassure dans le discours. Voilà, donc ici on est bien d'accord, cet accord de dominante ici, c'est un accord de La majeur, il est extrêmement ténu, il est tout fin, petit, et je dirais même, je crois avoir employé le terme, il s'effiloche un petit peu, il part en l'air, il est suivi de silence. Hein. Il arrive jusqu'au silence lui-même d'ailleurs. Voilà, on a ici Do dièse Mi dans l'aigu, c'est plus rien, silence. Et tout d'un coup, rupture, cette rupture dont je parle, un Mi asséné extrêmement sonore. Ici la rupture. Alors je veux faire une petite remarque sur cette rupture, ce qui est une chose relativement rare, et j'en suis désolé, je n'ai pas d'exemple en tête, c'est un accord de dominante qui par définition, comme je le dis si souvent et je le répète si souvent, est un accord majeur, il s'agit bien de l'accord de La majeur, l'accord de dominante de la tonalité de Ré mineur, l'accord La, Do dièse Mi, de ce La, Do dièse Mi est issu un Mi un peu tonitruant, le mot est exagéré, mais disons asséné, c'est-à-dire que comme si le Mi était asséné, comme en fait une cloche qui répète toujours la même note. De là cet aspect fatal, hein, qui est un petit peu une expression de ce qu'on appelait en latin le fatum, qui est ici très important. Eh bien ce Mi, qui appartient à l'accord de La, est tout d'un coup harmonisé La mineur, et ce contraste après l'accord de La majeur, le Mi seul, et l'accord de La mineur, ce qui lui donne un caractère extrêmement tragique. Pourquoi aussi, je le redis, c'est-à-dire que l'accord est majeur, parce qu'il ne peut être que majeur, et par conséquent l'accord mineur qui suit paraît plus mineur encore que si c'était un mineur d'office, je dirais. C'est-à-dire que quand on fait entendre du mineur, eh bien ma foi, le mineur est mineur, bien sûr. Mais quand le mineur vient après du majeur, ou plutôt, plus encore, quand on attend du majeur, et bien sûr on attend un accord de La majeur, quand cet accord est mineur, eh bien il paraît encore plus mineur qu'il n'est réellement, puisqu'il est par contraste. Ce que je voulais dire, je reprends la phrase que j'avais interrompue, et qui est assez rare, et je n'ai pas, j'en trouverai bien sûr, je sais qu'il en existe, mais je n'ai pas du tout en tête là d'exemple, un accord de dominante qui se minorise. Ce qu'on trouve souvent, très souvent par contre, on les voit bien sûr chez Haydn, Mozart, Beethoven, je prends la référence de cette époque, c'est un passage entier qui est en majeur, et qui se répète immédiatement après en mineur. Alors on va trouver ça chez Mozart, je sais par exemple dans
Je n'ai pas les références, les Köchel, évidemment, je les connais très mal d'ailleurs, les numéros de Köchel, mais enfin dans la sonate, la fameuse sonate facile, je crois, hein, en ut majeur, son mouvement-là est en sol majeur, je ne crois pas me tromper, c'est bien dans ce mouvement-là, le sol majeur est très lumineux, très clair, et la deuxième partie, quand on tourne la première page, la première exposition du mouvement, de ce mouvement-là, tout d'un coup, on est en mineur, donc le contraste est particulièrement saisissant. Mais il s'agit bien de tonique à tonique, c'est une tonique majeure qui devient une tonique mineure. Ici, le caractère plus particulier, c'est qu'il s'agit d'un accord de dominante majeure, et c'est cette dominante qui subit la transformation mineure. Le contraste est peut-être encore plus important. Voilà. Alors maintenant, je continue. Je fais un petit commentaire aussi rapide, parce que je vais passer au cœur du sujet qui m'intéresse. Je fais un commentaire rapide sur les mesures 20, 21, 22, c'est-à-dire ces mesures que je rejoue ici de manière extrêmement succincte, le mi répété, l'accord de la mineur, et puis la descente chromatique de la basse, c'est-à-dire sol dièse, sol bécard, fa dièse, fa bécard, et mi. Voilà. Alors, je ne vais pas passer de temps avec cet extrait, pour une raison très simple, c'est que j'ai consacré 12 unités à cet enchaînement. 12 unités dans le chapitre 4 des vidéos, et certaines unités comportent elles-mêmes plusieurs vidéos, plusieurs exemples. Dans la totalité des vidéos, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est quand même très conséquent, et cet ensemble de vidéos est consacré uniquement à cette basse chromatique descendante, qui va donc de la tonique à la dominante. On a donc, je le redis mais rapidement, on n'a donc qu'une seule tonique, le La, vers une seule dominante, le Mi, mais par contre on a deux sols, sol dièse, sol bécard, fa dièse, fa bécard. Cet ensemble, cette écriture-là, je l'ai donc montré de Monteverdi jusqu'à Wagner, en passant par des compositeurs anglais comme Purcell, John Blow, etc., etc. Je me suis donc arrêté chez Bach, évidemment, Handel, Haydn, Mozart, et Chopin, Wagner, etc. Donc j'ai proposé toute une étude là-dessus. Donc ce sont quelques heures de vidéo qui sont consacrées à cet enchaînement. Et d'ailleurs, je crois que c'est la vidéo numéro 7, l'unité, je ne suis pas absolument certain, qui aborde cet exemple, puisque j'ai pris aussi cet exemple. Donc il est inutile ici que je refasse un point. Alors maintenant, j'en arrive à ce qui m'intéresse plus. Non pas que ça ne m'intéressait pas, bien sûr, ça m'intéresse au plus haut point, mais ce qui est nouveau dans le propos, ce sont donc, je le précise bien, les mesures de 23 à 28. Voilà. Alors ici, on a de nouveau une autre rupture. On a donc je redis un petit peu les choses, hein, qu'on ne m'en veuille pas trop de me répéter. On a la demi-cadence avec cet accord que je qualifiais de très ténu. Ensuite, on a cette rupture très forte avec le Mi. Avec une plénitude sonore très importante. On a une station, un repos sur la dominante avec cette double appoggiature, c'est-à-dire sur le Mi grave, Ré dièse et La, et sa résolution en décrescendo, évidemment, comme toute bonne appoggiature, mais avec un petit tournement, petit gruppetto. Voilà. Et de là vient quelque chose d'encore d'un caractère différent, une nouvelle rupture. On ne continue pas, il ne continue pas dans cette sonorité extrêmement forte. C'est tout d'un coup un passage un peu, qualifions-le de haletant, comme un espèce de halètement. En italien, un mot me vient en italien, c'est affannato, un affanno. J'emploie le terme italien parce que c'est une référence à l'opéra, gli affanni, dans l'opéra qu'on trouve dans le Don Juan de Mozart, etc. C'est-à-dire qui exprime l'inquiétude, oui, il n'y a pas d'autre, l'agitation intérieure et extérieure aussi, par conséquent, l'agitation psychologique. Et comme je le disais, c'est à mon avis une référence à ces grands textes classiques que sont par exemple le 4e chant de l'Énéide. Je n'en ai pas du tout de preuve, c'est indiqué nulle part, mais connaissant bien cette ambiance générale des œuvres de Mozart et de l'intérêt que cette époque portait à ces textes, il me semble assez évident qu'il s'agit de ça. J'avais fait allusion au personnage de Don Elvire, c'est aussi un petit peu ça, si l'on veut,
si l'on veut rapprocher ça de ces climats d'opéra. Donc après ce passage chromatique extrêmement sonore, puissant, qui finit dans un piano, on a ce halètement ici. Voilà, j'arrête là. Alors, je ne vais pas jouer. Qu'on m'excuse de mon jeu parfois approximatif. D'ailleurs, j'ai un problème de main. Je le repréciserai parce que dans des œuvres plus chargées pianistiquement, j'aurais du mal à jouer vraiment les extraits tels qu'il faudrait les jouer. Donc, qu'on n'en veuille pas pour ces petites approximations. Ce que je voulais dire ici, c'est là maintenant que j'aborde l'analyse proprement dite. La fin de la section était celle-ci. On avait bien la fin de la... c'est donc une belle valeur longue, c'est-à-dire une blanche pointée, hein, blanche plus noire. Voilà, c'est l'arrivée ici sur la corde dominante. Et on avait bien la double appoggiature, Ré dièse là, qui s'enchaîne évidemment sur Mi, Sol dièse. On a donc un beau décrescendo que le compositeur n'a pas écrit parce qu'il est absolument évident. Rupture donc d'écriture, ici on a ça. Alors je ne vais pas recopier le texte parce que ça nous entraînerait vraiment trop loin, ce serait plutôt pénible qu'autre chose. Je fais attention à... Voilà. Alors il ne faut pas oublier évidemment le petit si bécard. Voilà, bon. Voilà, peu importe. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une petite cellule. Là, j'insiste un petit peu sur l'observation minutieuse de cette cellule. C'est cette petite cellule qui m'intéresse, là. Cellule à la fois rythmique, mélodique, mais rythmique, et d'accentuation. C'est une note détachée, un appui et un décrescendo comme ça. C'est tapadam, tapadam. Voilà, ça c'est très très important. Tout ceci pour dire que ici on a vraiment une appoggiature, c'est-à-dire une note étrangère, et la note réelle est le sol dièse, hein, la note réelle. Et on a ici, attention, clé de sol, c'est écrit après, pardon, hein, bon, c'est pas... On a Ré Fa. Bon, Ré Fa et ici Ré Fa. Ce que je veux dire, etc. Tout ça, etc. Je n'écris que le tout début. Ce que je veux montrer ici, qui est d'une clarté absolue, bien sûr, c'est que ça, c'est une note étrangère et ça, c'est la note réelle. Je le prends ici parce que ici, il y a un vide dans la main gauche. Mais si je prends ça ici, voilà l'endroit qui m'intéresse, j'ai bien les trois sons Ré, Fa, Sol dièse. Ce qui compte comme accord réel, c'est bien celui-ci. Je le réécris ici, c'est bien Ré, Fa, Sol dièse. Je fais un petit point sur cet accord, que chacun d'ailleurs songe à cet accord, qui est un petit accord tout ramassé. C'est encore, ça participe aussi ici de cette rupture, puisqu'on avait une sonorité très pleine avec des notes dans le grave, une octave dans le grave. Là, tout d'un coup, c'est de nouveau une petite écriture ténue dans le médium et dans une nuance piano. Alors, quel est cet accord? Cet accord, alors n'oublions pas bien sûr, que toute cette section, à partir de ces mi répétés, n'oublions pas que toute cette section est désormais en la mineur. On est intégralement dans la tonalité de la mineur. Alors, cet accord appartient bien à la tonalité de la mineur. Il s'agit bien sûr de l'accord de septième diminué. L'accord de septième diminué en la mineur, c'est-à-dire l'accord de sensible, c'est bien l'accord Sol dièse. Je passe un tout petit instant de mise au point sur cet accord, parce qu'il y a deux petites choses à dire, ou trois, peu importe. C'est bien Sol dièse, Si, Ré, Fa. C'est un accord de septième diminué. À l'état fondamental, on le chiffre bien sûr 7 barrés. C'est un accord de sensible. Bien. Deuxième observation, après cette petite mise au point, deuxième observation, cet accord est composé de 3 notes à mouvement obligé. Le Sol dièse, bien sûr, le Ré et le Fa.
Alors, je réexplique, je ne vais pas faire maintenant un cours sur les accords de septième diminué, bien sûr, surtout pas, parce que là, il me faudrait des heures, mais je le dis quand même, l'accord, brièvement, l'accord de dominante en La mineur, c'est l'accord de Mi, c'est Mi, Sol dièse, Si, Ré. Les notes à mouvement obligé sont le plus et le 7. Le Sol dièse doit monter sur le La, le Ré doit descendre sur le Do, dans l'enchaînement à l'accord de tonique. Or, il va se rajouter ici le Fa, qui est la neuvième, et qui est une autre note à mouvement obligé, qui fait que, quand on enlève la fondamentale, l'accord de septième diminué est bien un accord de neuvième mineur de dominante privé de sa fondamentale. Cette fois-ci, ça n'est plus 7 et 9, bien sûr, c'est 5 barrés et 7, et 7 barrés d'ailleurs. Les trois notes à mouvement obligé sont celles-ci, le Sol dièse qui doit monter, le Ré qui descend et le Fa qui descend. Ces trois notes ici, si je les écris sous cette forme, le Sol dièse monte sur le La, le Sol dièse, la sensible monte sur la tonique, la septième de l'accord de septième de dominante, ici la quinte diminuée descend sur le Do, et le troisième son à mouvement obligé, le Fa, descend sur le Mi. Résultat, si j'ose dire, ces trois sons aboutissent à l'accord de tonique. Hein, on a bien Sol dièse, Ré, Fa qui aboutit à La, Do, Mi, tout simplement. Et bien ici, sous cette forme renversée, la chose, l'enchaînement est bien le même. Le Sol dièse monte sur le La, le Fa descend sur le Mi et le Ré descend sur le Do. On a donc un accord qui ici est dans son état de second renversement, il est placé sur Ré, c'est un accord plus 4. Plus 4, mais c'est un accord plus 4, 3. Hein. Je ne reviens pas sur le chi, c'est pas le moment, hein, parce que là, si je me remets à faire tout le discours que j'ai déjà fait longuement par ailleurs sur l'accord de septième, ça nous entraîne trop loin, c'est bien l'accord plus 4, bémol 3 ou B quart 3, on va mettre B quart 3 ici, voilà, peu importe, hein, parce que B quart 3, c'est-à-dire par opposition à dièse 3, parce que le B quart 3, c'est le Fa, c'est la caractéristique mineure. Sur ces trois sons, sur les quatre sons ici de l'accord de septième nuée, la caractéristique du mineur, c'est le Fa. Hein, ici, c'est la tierce par rapport à Ré. Hein, parce que ces trois sons appartiennent à La majeure autant qu'à La mineure. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on précise B quart 3 ou bémol 3 dans d'autres contextes. Et on a bien les trois mouvements obligés qui aboutissent sur l'accord de tonique tel que je l'ai montré ici, mais cette fois-ci sous la forme d'accord de sixte. Alors, après cette petite mise au point sur cet accord, j'efface ça pour bien montrer que chez Mozart, et je vais le jouer, le faire entendre en le jouant lentement, on a bien cette écriture. On a bien, je prends la partition, mais c'est vraiment inutile parce que le texte est très très simple à cet endroit. Hein. On a bien, voilà, on entend bien l'accord réel est bien Ré, Fa, Sol dièse. Et la mesure suivante sera, oui, voilà, pardon, j'ai une petite utilisation. On a donc Si, La, Sol dièse, Si, La, Sol. Et puis on a Do, et on aura, voilà. Alors, ce que je veux montrer, je vais l'écrire ici. Je vais effacer, pardon, je vais prendre quelques secondes. Voilà, je vais prendre quelques secondes pour être bien clair. Et j'ai une petite observation à faire concernant la mémoire aussi, c'est très important. On a donc Si B quart, parce qu'il est bémol à la clé, on est en Ré mineur, mais là on est bien en La mineur. Donc on a ici Si, La, Sol, ça ce sont des valeurs brèves, La, Sol dièse, et j'arrête là, c'est répété X fois, voilà, et on a Ré, Fa ici. J'écris l'harmonie, hein, j'écris l'harmonie. Mozart n'a pas écrit comme ça, il commence la mesure par un silence et la formule se répète plusieurs fois. Mais moi je me contente de ça, donc j'ai bien ici l'accord plus 4, 3 on va dire, hein, plus 4, 3 ici. Ensuite, deuxième, ça ce sera A, deuxième on a Do, Si, La, je reprécise encore une fois B quart, Do, Si, La,
et cette fois-ci, on a cet enchaînement. On est bien d'accord qu'il s'agit de cet enchaînement. Ce que je voulais dire, j'ai parlé de mémoire tout à l'heure, le pianiste, et surtout le jeune pianiste encore peu expérimenté, disons les choses, a tout intérêt à étudier, enfin étudier, le dire c'est l'avoir déjà fait, il y a 3 accords à bien retenir. Je ne vais pas me précipiter, je vais finir mon propos, hein. Je dirai après, voilà, et j'ai après Ré, Do aussi. Voilà. Et là j'ai ça. Donc ce qu'il faut bien repérer, ce sont les 3 accords réels. C'est-à-dire, je vais mettre du rouge, c'est là que je demande de l'attention particulièrement, hein. C'est bien cet accord-là, Ré, Fa, Sol, dièse, enchaîné à l'accord Do, Mi, La, chiffré 6, enchaîné à l'accord Sol, dièse, Mi, Si, chiffré 6 également. Ça c'est un accord de tonique, ça c'est un accord de dominante. Voilà, donc je vais jouer ça déjà, et il y a un 4e accord d'arrivée. Alors voilà le premier, avec son appoggiature. Voilà l'accord Ré, Fa, Sol, dièse, puis Si, Do, Si, Do, Mi, La, puis Ré, Do, Do, Si. Donc Do est une note étrangère et se résout sur le Si. Donc là on a bien le simple accord, tout simple, aussi simple que celui-ci. Ici on a Do, Mi, La, accord de tonique. Là on a bien Sol, dièse, Mi, Si, accord de dominante, on est d'accord. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir cet enchaînement. Ce que je disais du point de vue de la mémoire, c'est que le jeune pianiste, enfin le pianiste ou n'importe qui, n'importe quel étudiant de cette pièce, doit bien maîtriser, tout simplement, bien entendre et jouer cet enchaînement. Ré, Fa, Sol, dièse, Do, Mi, La, Sol, dièse, Mi, Si. Voilà, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Enfin d'abord, il n'y a pas d'ordre, on peut jouer le texte tel qu'il est, mais je tiens particulièrement, j'insiste particulièrement là-dessus. Ici, il n'y a plus le petit décalage, mais peu importe. Hein. Pardon. Le petit décalage, je veux dire, il n'y a pas cette petite note-là. Aucune importance, aucune importance. Voilà. Cette note-là, d'ailleurs, m'intéresse finalement assez peu. Elle est très importante parce que c'est une petite cellule rythmique, évidemment. Mais moi, du point de vue harmonique, je retiens bien ces éléments que j'ai soulignés, entourés en rouge. Ici, j'ai... Pardon. J'en perds mon latin. Excusez-moi, qu'on m'excuse. Voilà. Je reprends mon beau feutre rouge pour bien isoler et bien montrer cette section ici. Je crois être clair, hein. J'ai été peut-être un petit peu confus, des fois je me précipite un petit peu dans mes propos. Je reprends le temps, nous reprenons le temps, de bien voir la très grande simplicité, notamment de ces 3 accords-là. Tonique, dominante, tonique. Et ici, dominante, je mets entre parenthèses parce que c'est en fait un accord de sensible. L'accord de 7e lignée est un accord de sensible. Mais on le sait bien sûr que c'est fondamentalement, c'est le cas de le dire, c'est un accord de dominante, privé de sa fondamentale. Donc on a un enchaînement tout simple, dominante, tonique, dominante, tonique. Je tenais particulièrement à souligner cet aspect, d'une part, et d'autre part, pour le pianiste, pour l'étudiant, bien jouer ça. Je le rejoue, Ré, Fa, Sol, dièse, Do, Mi, La, Sol, dièse, Mi, Si, et La, Mi, Do. Je le rejoue sans arpéger. Voilà. Je vais encore montrer d'autres petits éléments. Ce que je vais dire, je fais pas mal de réflexions de ce type, on l'aura remarqué. C'est que, comment travaille-t-on aussi l'oreille? Eh bien l'oreille, il ne faut pas consacrer, enfin on peut le faire, pourquoi pas, bien évidemment, des moments spécifiques à l'oreille, non mais bien sûr qu'il faut le faire. Mais l'oreille se travaille quand on travaille l'œuvre, voilà. C'est-à-dire qu'ici, on va rejouer cet enchaînement, les éléments entourés, et on va par exemple bien écouter, je ne vais pas le souligner parce que ça fait trop d'éléments, je vais l'écrire ici par exemple, on va écouter bien les basses, Ré, Do, Sol, dièse, La. On va l'écouter, Ré, Do, Ré, Do,
fais remarquer d'ailleurs que Ré, Do, d'une part, puis Sol dièse La, sont les deux mouvements obligés, encore une fois, à la basse. C'est le plus 4 enchaîné au 6, hein, Ré, Do, et le Sol dièse La, ici, sensible tonique. Plus, ouais, je ne l'écris pas parce qu'il n'y a pas de manière d'écrire ça, mais enfin, on se comprend, c'est les deux éléments importants, enfin les deux éléments dans la septième de dominante, dans La mineur, l'accord Mi, Sol, dièse, Si, Ré, les deux mouvements obligés sont bien le Sol dièse La et le Ré, Do. On les a bien ici, c'est ça que je veux dire, Ré, Do, Sol dièse La. L'oreille doit être particulièrement attentive quand on joue ça. Parce que souvent, j'ai eu des élèves qui m'ont posé des questions un petit peu pour améliorer la technique de jeu. Alors bien sûr, la technique de jeu, c'est aussi beaucoup une question de doigts. Il faut avoir de bons doigts, avoir bien travaillé son piano, c'est sûr. Mais on progresse vraiment quand on entend aussi. L'oreille ici est très importante. Et l'oreille ne se fortifie avec l'analyse, la compréhension analytique. C'est un peu l'objet de ces cours d'analyse que je fais. Ça n'est pas de l'analyse pour l'analyse, quelque chose qui serait d'ordre un peu clinique. C'est quelque chose au contraire extrêmement pratique, qui associe l'aspect oreille, l'aspect compréhension et l'aspect jeu, l'aspect mémoire également. Voilà. Et donc la mémoire marchera d'autant mieux que la compréhension est faite. Après, éventuellement, on peut même transposer, ça ce n'est pas du tout une urgence. Je veux montrer une autre petite chose, c'est que l'élément, je vais l'écrire ici, je vais réécrire le texte ici, on a bien Ré, Fa, Sol dièse, enchaîné à Do, Mi, La. Puis Sol dièse, Mi, Si, enchaîné à La, Mi, Do. Ce que je vais faire remarquer, ça c'est 3 fois rien, mais disons-le, le Sol dièse La est ici et il passe en dessous. Voilà, c'est rien du tout, je le fais remarquer, l'élément sensible tonique est au soprano et il passe à la basse. Je rejoue ces 4 accords. Sol dièse La en haut, Sol dièse La en bas. Voilà. Et lui, il écrit donc cet enchaînement. Chaque enchaînement dure une mesure entière. Et donc, il y a cette écriture, ce halètement dont je parlais, qui donnera donc ça. Un petit crescendo, je ne sais pas s'il est de bonne aloi ou pas, peu importe. Je fais une autre petite remarque, ça, qui est vraiment une remarque annexe, mais j'attire l'attention sur la tenue, enfin le fait qu'il faille maintenir le bon tempo du début jusqu'à la fin de cet adagio. Si l'on commence comme ça, voilà, on entend bien ce débit de croche. Attention, ça sera bien le même ici. 2, 3, 4. Et les croches ici sont bien les mêmes. Et ici, ce sont toujours ces croches-là. On ne doit jamais, enfin, il ne faut pas être rigide, loin de moi à ce propos, mais enfin, il faut qu'il y ait une cohérence dans le... Donc voilà pour cette première petite section. Je redis, il s'agit bien des mesures 23, 24, 25. Alors maintenant, je vais aborder quelque chose qui m'intéresse plus encore, c'est la mesure suivante. La mesure suivante, je vais prendre un petit moment d'explication, et après, je proposerai donc une belle mémorisation de ces 5 mesures. Et je crois vraiment que quand on a procédé de cette manière, on est plus à l'aise quand on joue le texte, parce qu'on l'a, si j'ose dire, en tête. Un bon mot d'Igor Stravinsky, qui parlait dans ses mémoires, je parle pendant que j'efface, qui parlait dans ses mémoires qui s'appellent Chronique de ma vie, un beau mot de Stravinsky à propos du chef d'orchestre suisse qu'il admirait particulièrement, Ernest Ansermet. Il disait, avec son côté un peu caustique qui lui était habituel, il disait « Enfin un chef d'orchestre qui a la partition dans la tête et pas la tête dans la partition ». Eh bien, c'est un peu ce que je propose, c'est avoir la partition dans la tête, hein, voilà, pour reprendre cette semi-plaisanterie. Ce n'est qu'une semi-plaisanterie parce que c'est bien là le fond de la question. Alors maintenant, je voudrais montrer une chose qui est extrêmement intéressante, c'est donc la mesure
26, hein, on est bien d'accord. Bon, je la joue une fois, cette mesure 26. On est arrivé à la fin de la petite section dont j'ai parlé. Et encore nouvelle rupture, bon, je vais un peu au-delà, mais j'en profite pour le dire tout de suite plutôt, c'est qu'il y a encore une rupture, et cette rupture est en fait un silence. C'est-à-dire qu'on attendait l'aboutissement de cette section, on aurait pu entendre ça par exemple, hein, par exemple, c'est un aboutissement logique, c'est l'accord de tonique. Eh bien on a ça, hein, voilà, on a quelque chose qui tombe dans le vide, et le silence ici est un élément aussi de rupture. La rupture peut être constituée, comme je l'ai dit, par un changement de registre, un changement d'écriture, un changement de nuance. Ici, cette rupture, c'est tout simplement le silence. Silence, évidemment, à caractère extrêmement dramatique, tel qu'on va le trouver, c'est plein de sens, hein, tel qu'on va le trouver chez Beethoven, par exemple, beaucoup. Mais ce n'est pas Beethoven qui l'a inauguré, on le trouve bien sûr chez Mozart dans de nombreux endroits. Par exemple, les silences qu'il y a dans la fantaisie en ut mineur de Mozart aussi sont extrêmement éloquents, hein. Bon, donc loin de moi l'idée de dire comment doit-on jouer, comme j'avais entendu cette question lors d'un concours que je trouve un peu stupide. Comment vous jouez, vous, les silences chez Debussy, etc. Bon, enfin, quand on comprend et qu'on sent la musique, on comprend bien le caractère suspensif du silence. Enfin, je parle des silences longs, hein, je ne parle pas des petits silences rythmiques, de son caractère suspensif, dramatique, plein de sens, évidemment. Alors, je voulais maintenant montrer la section suivante. Alors, par où vais-je commencer? J'ai plusieurs choses à dire. Je vais commencer par faire une petite mise au point générale. Je l'ai dit, je l'ai beaucoup dit, je l'ai même écrit, c'est que la gamme majeure et mineure, la gamme dans la tonalité classique, est divisée en deux parties inégales. C'est-à-dire, alors je l'écris ici, je vais quand même faire le point un petit peu rapidement. Nous allons penser, comme nous devons le faire évidemment, en Do majeur. Je vais prendre le feutre bleu parce que je vois que le noir ne fonctionne plus. J'espère qu'on voit tout aussi bien. En Do majeur. Eh bien, je dis souvent, et c'est une réalité, hein, ça n'est pas moi qui dis, c'est que la gamme est divisée en deux parties inégales. Cette division n'est pas en son milieu. Cette division est effectuée par la dominante. Donc j'ai une première section qui va de tonique à dominante. Là, il y a 5 notes. C'est donc un pentacorde, l'ensemble des 5 sons Do, Ré, Mi, Fa, Sol et le pentacorde. Et d'autre part, j'ai la section de dominante à tonique qui est faite de 4 notes, qui est le tétracorde. Alors, il faut savoir, et je pense l'avoir dit, mais je ne l'ai peut-être pas dit sous cette forme, c'est que ça, c'est la réalité de la musique. Alors, la réalité de la musique, je l'ai montré, je le dis là maintenant, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais je sais que je cite beaucoup les sujets de fugue du clavier bien tempéré, par exemple. Il y a beaucoup de sujets qui sont faits avec le pentacorde, qui va annexer le 6e degré. C'est-à-dire que voilà le pentacorde, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et je vais avoir parfois le 6e degré comme un espèce de petit, j'oserais presque dire un petit clapet au-dessus de la dominante, c'est-à-dire une broderie au-dessus de la dominante, et j'ai l'autre broderie, c'est la broderie inférieure à la tonique. Voilà, et j'avais fait remarquer d'ailleurs que le fameux intervalle de 7e diminué quand on est en mineur, j'écris un petit bémol ici, c'est bien entre 7 sensibles, c'est-à-dire la note inférieure à la tonique, et la note supérieure à la dominante. Mais ce qui compte essentiellement, c'est ces 5 notes avec ces 2 points cardinaux, pourrait-on dire, qui sont la tonique et la dominante. Alors, par exemple, je cite ici, j'ai eu l'occasion déjà de le citer, mais je cite rapidement un sujet de fugue qui est en Ré dièse mineur dans l'original, je vais le faire en Do mineur pour rester en Do, du clavier bien tempéré, le voilà, j'ai Do. Voilà, bon déjà on ne peut pas être plus clair parce que les 2 premières notes sont la tonique et la dominante, donc déjà les 2 bornes sont posées de manière avec autorité par ce sujet. Tonique, dominante,
Et puis broderie qui annexe donc ce sixième degré. Donc on a bien Do, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol. Donc ce motif La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, ça n'est qu'une manière de broder autour de cette dominante, de l'orner, et puis je le rejoue, et après... J'ai eu l'occasion de le dire dans une vidéo consacrée à l'exposition de la fugue, à l'entrée de fugue. Donc on s'y repose, j'en parle un petit peu. Mais j'ai bien ici, fondamentalement, un travail qui est fait sur ces deux bornes qui sont toniques et dominantes. Remarquons bien que quand on a, ce qui n'est pas le cas dans ce sujet-là, il n'y a pas la sensible, mais il y a bien le sixième degré. Le sixième degré là, en tant qu'il dépend du cinquième. Ça, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec le La et le Si, puisque la gamme complète, je crois que tout le monde le sait, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Les notes qui complètent le La et le Si, eh bien ici le La et le Si sont de part et d'autre. Donc déjà, le pentacorde avec ces deux broderies de part et d'autre, c'est toute la gamme. Voilà. Alors ça c'est une chose. Premier point. Maintenant, deuxième point. Je garde ça ici sous la main. Deuxième point. Maintenant, quand on ouvre les livres, comme par exemple le livre, je peux citer par exemple la théorie de la musique de Dannhauser. Alors, les braves élèves qui lisent la théorie de Dannhauser, je ne vais pas critiquer maintenant la théorie de la musique de Dannhauser, loin de moi cette idée, ce n'est pas le moment, et je n'en ai pas le temps ni le goût. Mais, donc je réécris ici pentacorde, pentacorde, mais les théories de la musique nous disent que la gamme est formée de deux tétracordes. C'est vrai, physiquement, théoriquement, c'est vrai bien sûr, il y a 2 fois 4, parce que 8 notes ça fait bien 2 fois 4, d'une part. D'autre part, je réécris bien mon Si ici, d'une part, mais d'autre part, ces deux tétracordes sont remarquables parce qu'ils sont strictement identiques. En effet, c'est ce qui est souligné dans cette théorie de la musique. On a bien un ton, et le demi-ton qui finit l'ensemble. C'est pareil ici, un ton et un demi-ton. Voilà, mais ça, et on dit, je ne vais pas développer ça, mais on dit dans cette théorie de la musique que si l'on prend le tétracorde supérieur, tout ça est bien théorique. Hein. Moi, je ne présente jamais les choses comme ça. Mais je le dis ici parce qu'on va trouver chez Mozart l'utilisation en 2 tétracordes. Je vais m'expliquer après. On dit dans cette théorie de la musique que quand on prend ce tétracorde-là et qu'on lui en adjoint un autre, on obtient la gamme de Sol en rajoutant le Fa dièse. Peu importe, je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est du temps perdu. Mais dans la musique, ce qui prévaut, c'est ça, et pas ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais, attention, on va trouver, parce que, évidemment, tous les sujets, toutes les lignes mélodiques, tous les thèmes que l'on trouve ne sont pas tous faits comme ça. Ne sont pas tous faits, ils sont très nombreux, mais ils ne sont pas tous faits sur le modèle de ce sujet de fugue. Ils sont extrêmement nombreux. Mais encore une fois, tous ne sont pas comme ça. Il y a bien sûr des motifs qui font entendre le tétracorde supérieur. Ceci dit, quand on fait entendre, je fais une petite remarque, ceci dit, quand on fait entendre le tétracorde supérieur, ça ne remet pas en cause le pentacorde. Hein, c'est le cas dans un sujet de fugue où on commence par le tétracorde supérieur. Peu importe. Maintenant, je vais montrer une chose. Alors, j'efface ça. Donc, mon premier propos était de bien distinguer cette double conception, pentacorde, tétracorde d'une part, et d'autre part, tétracorde, tétracorde. Bon, il faut le savoir, hein. il faut le savoir, ce sont des idées qui permettent d'avoir une vision claire des choses. Voilà. Alors maintenant, ce que je veux montrer, c'est que quand j'ai un motif en Do majeur, soyons en Do, qui fait, ou plutôt, je réfléchis, pardon une petite seconde, je vais plutôt faire le premier tétracorde, donc voilà, je resitue mon propos. Je vais évoquer le premier tétracorde, c'est-à-dire les 4 premiers sons de la gamme, Do, Ré, Mi, Fa, attention, Do, Ré, Mi, Fa, c'est-à-dire les 4 sons qui vont non pas de tonique à dominante, mais ici de tonique vers la sous-dominante. Pardon, c'est bien un 5 ça, sous-dominante. Alors, comment trouve-t-on
comment s'harmonisent en général ces 4 premiers sons. Ce que je veux faire remarquer, et c'est là l'importance de la chose, ce que je veux faire remarquer, c'est que ces 2 premiers sons sont une chose, harmoniquement, tonalement, et ces 2 sons-là en sont une autre chose, harmoniquement et tonalement. Je m'explique. Do puis Ré seront harmonisés, je pose la question, tout le monde peut y répondre immédiatement. Do puis Ré sont harmonisés, tonique, bien sûr, accord de tonique, c'est évident, et Ré c'est harmonisé, accord de dominante. Ici l'harmonie est l'harmonie Do, Mi, Sol, et ici l'harmonie est l'harmonie Sol, Si, Ré. C'est-à-dire que le Do, évidemment, pose l'harmonie de tonique, et quand on le quitte, on est encore dans sa sphère d'attraction, si j'ose dire. On est encore dans sa zone d'attraction. Donc le 2e degré est harmonisé par la dominante de Do. D'accord. Mais maintenant, ici, c'est cette fois-ci Fa qui va attirer, là c'est Do qui attire, et là cette fois-ci c'est Fa. C'est-à-dire que ça sera entendu comme sensible tonique en Fa, et ça sera dominante tonique en Fa. Voilà, je voulais le faire comprendre, mais je vais l'expliquer de manière plus subtile, comme c'est le cas dans la musique. Et là j'ai voulu montrer l'essentiel du propos. Je le redis pour être très clair. Je pars de Do, c'est Do qui possède encore son pouvoir d'attraction, donc le Ré qui lui est immédiatement successif est encore en dépendance du Do. Par contre le Mi est déjà dans la sphère d'attraction du Fa. Voilà. Ça c'est une chose vraiment très importante. Alors comment ça va se passer concrètement? C'est-à-dire que je vais l'écrire ici, Do, Ré, Mi, Fa. Je vais donc avoir Do. Oui. Alors, je passe maintenant à l'écriture proprement dite. Donc, on est bien d'accord, hein, qu'on se comprenne bien. L'harmonie et les harmonies sont Do, Sol, puis Do, Fa. On est bien d'accord. Mais maintenant, il va y avoir une harmonie qui va utiliser les renversements pour chercher, comme c'est le but des renversements, pour chercher la linéarité de la ligne. On est bien d'accord que quand on écrit à l'état fondamental, les fondamentales, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire, ne sont pas conjointes, parce que la basse n'est pas conjointe, parce qu'elle court après les fondamentales. Donc le rôle des renversements, c'est de rendre la basse linéaire. Donc je vais bien avoir ici les harmonies Do, Sol, puis Do, Fa, c'est-à-dire tonique dominante en Do et dominante tonique en Fa, mais au lieu d'avoir les fondamentales Do, Sol, Do, Fa, je vais avoir une basse linéaire qui fait appel au renversement. Donc ici je vais avoir Si, chiffré 6, c'est bien l'accord de Sol dont il s'agit. Et puis ici, je vais avoir, normalement j'aurais pu avoir Do, puis La, c'est-à-dire de la même manière que j'ai Do. Ça c'est très intéressant, je demande un petit moment d'attention particulier là-dessus. Je vais prendre un peu le temps, hein. C'est le but de ces vidéos d'analyse, c'est de prendre le temps et de bien comprendre à tête reposée ce dont il s'agit. J'ai bien le rapport de la tonique avec la dominante, et pourrait-on dire de la tonique avec la sous-dominante? Je me fais comprendre, hein. J'ai bien dit de la tonique avec la sous-dominante, c'est-à-dire de la dominante avec la tonique de la tonalité de Fa. Hein, si je sais que c'est en perle sur latin, parce qu'on ne sait plus des fois où on habite, comme on dit. Voilà. Mais je fais bien remarquer que le Do va vers le Si d'une part, et puis le Do va vers le La d'autre part. Mais qu'est-ce qui va se passer? On est bien d'accord que quand j'ai ça, je peux avoir ici, et je me réfère à quelque chose que j'ai écrit et que j'ai expliqué un très grand nombre de fois, que quand j'ai Do, La, chiffré 6, je peux avoir Do, Si, La, Do, Si, bémol, La, chiffré 6. On est bien d'accord. Je ne reviens pas sur tout ça, j'ai consacré des vidéos entières à ça. Enfin, notamment dans les accords de Sixte du 2e chapitre. Voilà. Mais ce que je veux faire remarquer également, c'est que cet emprunt à Fa, parce que là c'est un simple accord de Do, tandis que quand le Si bémol s'introduit, cet accord de Do qui peut n'être qu'un simple accord de tonique de Do, devient un accord de dominante de Fa. On est bien d'accord. Et donc du coup le Mi
qui était la simple tierce, et ça l'est, la tierce de l'accord de Do, devient cette fois-ci vraiment, et donc la médiante de la tonalité de Do, devient cette fois-ci vraiment la sensible de Fa. Donc il y a un mouvement obligé, donc ce Fa devient irrésistible. C'est l'opération, c'est le résultat, si je veux dire, de la présence du Si bémol. Le Si bémol donne au Mi le caractère de sensible de Fa. Voilà. C'est-à-dire que quand c'est simplement l'accord de Do, le Mi, ma foi, c'est la médiante de la gamme. La médiante n'est pas une note à mouvement obligé. Mais quand cette médiante devient sensible, eh bien, elle devient un mouvement obligé. Donc le Fa devient irrésistible. Voilà. Alors, on comprend bien cette harmonie. Maintenant, ce qui va se passer, très souvent, c'est que je vais avoir une étape supprimée. Et au lieu d'avoir Do puis Si bémol, je vais avoir Si bémol tout de suite. Voilà. Qui est un plus 4 du coup. Donc il y a ce premier élément et ce deuxième élément. Alors là, vraiment, j'insiste parce que je parle beaucoup, enfin c'est un peu le but de cette vidéo, évidemment si je ne parlais pas pendant les vidéos ce serait un peu bizarre. Mais j'ai un peu l'impression de déverser beaucoup d'informations comme ça. Je demande donc à tout le monde de prendre le temps de bien regarder à nouveau cette petite explication, parce qu'elle est très très importante, on va la retrouver. Quand je dis importante, c'est parce qu'on la retrouve dans beaucoup d'endroits qu'elle est fondamentale. Ça n'est pas, j'ai la coutume de dire souvent, attention, ça c'est important. Le sens de c'est important, c'est que c'est quelque chose qui est fondamental, qui se retrouve ailleurs, qui se retrouve constamment. C'est-à-dire que ça n'est pas un détail, un jour comme ça, qui passerait, qui arrive une fois et qu'on ne revoit jamais. Non, il est constant. C'est en ça que je signale cette importance-là. Alors attention, je joue, enfin attention, je ne prends pas l'attention particulière. Voilà Do, Ré, Mi, Fa. Voilà, et on a bien, c'est ce petit élément très, entre guillemets, joli d'ailleurs, parce qu'il a un petit côté, je ne sais pas comment le qualifier autrement, mais ce petit chromatique Do, Si bécard, Si bémol, La. Voilà. Bon, ça c'est une première chose. Je continue mon explication et je vais bientôt, qu'on ne s'en inquiète pas, je vais bientôt arriver à Mozart et à cette fameuse mesure, je ne sais plus combien, à cette fameuse mesure 26, c'est deux mesures 26 et 27. Je fais remarquer une chose, c'est que ces deux éléments, bon je n'ai pas écrit l'harmonie complète, peu importe, ces deux éléments, non, pardon, cet élément-là, est en quelque sorte un contrepoint, puisque ce sont deux lignes mélodiques pures. Évidemment, il y a l'harmonie qui peut être, on peut compléter avec l'harmonie, mais bon. C'est un contrepoint renversable, c'est-à-dire qu'on le trouve aussi bien comme ça que comme ça. On va trouver Do, Ré, Mi, Fa au soprano, ou Do, Ré, Mi, Fa à la basse, à la partie inférieure, même si ce n'est pas forcément grave. Et ici, on va avoir Do, Si bécard, Si bémol, La. Voilà. Ça, c'est vraiment une chose très très importante de l'entendre dans un sens et dans son état renversé. Hein. C'est un contrepoint, je le redis, renversable et utilisé très souvent d'une manière ou d'une autre. Je rejoue l'inversion ici pour l'oreille, celle-ci, avec le chromatisme à la basse et le tétracorde ascendant au soprano. Voilà. Et à l'inverse, voilà. Je fais remarquer, j'ai apporté la partition, j'y avais pensé, si j'ose dire, c'est prémédité. J'apporte une très ancienne partition à moi, d'ailleurs je peux peut-être la montrer. On voit bien, il fut un temps où les professeurs de piano gribouillaient beaucoup les partitions, et celle-ci n'est pas encore trop illustrée, peinturlurée. Il s'agit de là, je passe très très vite dessus, mais j'aime bien donner un exemple, il s'agit de là, de l'invention en Mi majeur de Bach. Et on a ça. Voilà, donc il y a un décalage basse, soprano, il y a une espèce de déhanchement, mais moi qui suis un peu, qui ai cette habitude-là, je remets les deux lignes simultanées, j'entends bien donc Mi, Fa dièse, Ré dièse, Sol dièse, Ré bécard, La, Do dièse. Voilà. C'est exactement ce que j'ai eu ici. Hein, on est bien d'accord. Petite réflexion, mon Dieu, c'est vrai que ça peut étonner certains. Attention. Ah non, pardon, excusez-moi, autant pour moi, je pensais à autre chose, je suis désolé. Il s'agit bien de ça, hein, chez Bach. Donc, invention en Mi majeur, c'est bien cet élément
qu'on retrouve. Voilà. Alors, maintenant, autre chose. Alors ça, c'est une deuxième partie. J'ai d'abord montré, je réexplique un petit peu mon raisonnement, mon explication. J'ai parlé de la division pentacorde-tétracorde. Cette division, je la laisse tomber. J'ai évoqué maintenant le travail sur le tétracorde. Maintenant, je vais parler de la gamme de ces deux tétracordes. Et je pourrais donc avoir ceci. Voilà. Je pourrais donc avoir ceci. Je vais écrire cette fois-ci une vraie basse. Je suis toujours en Do. Et j'ai Do, Ré, Mi, Fa. Donc j'ai ici Do, Si, puis Si bémol, La. Donc on a bien cet élément-là en Do et cet élément-là en Fa. Je ne reviens pas sur l'explication, bien sûr. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que je peux également avoir la gamme qui continue. Donc j'ai le premier tétracorde Do, Ré, Mi, Fa, puis, un peu avec comme une petite césure métrique, rythmique, de phrasé, Sol, La, Si, Do. Cette fois-ci, il s'agit du tétracorde supérieur. Là, j'allais de tonique à la sous-dominante, et ici de dominante à la tonique. Et bien, que se passe-t-il? Il va se passer la même chose, bien sûr. C'est-à-dire que cette section-là sera en sol, c'est-à-dire que la note qui compte, c'est celle-ci. Le La appartient encore à la zone d'attraction du sol, donc je suis en sol et je vais avoir l'harmonie tonique dominante en sol. Et puis je vais avoir ici, évidemment, on est en Do, sensible tonique, et j'ai l'harmonie dominante tonique en Do. Donc que se passe-t-il? Ici, j'ai Sol, comme ici j'avais Do, Do, ici j'ai bien Sol, Sol. Et puis si je refais la même chose, Do, Si bécard, Si bémol, La, en Sol c'est Sol, Fa dièse. Pardon, attention, Sol, Fa dièse, on est bien d'accord que c'est la même chose que Do, Si, tonique sensible. En Sol, tonique sensible. Et puis, sensible abaissé d'un demi-ton, Si bécard abaissé en Si bémol, donc Fa dièse abaissé en Fa bécard, puis Mi. Voilà. Donc, j'ai ici les deux tétracordes harmonisés. Ici, peut-on dire contrepointés, puisque je me limite à une seule voix de contrepoint, c'est-à-dire à deux voix. Qu'on écoute bien ça. Voilà, le tétracorde ascendant Do, Mi, Fa, avec le motif chromatique. Et puis maintenant, Sol, La, Si, Do avec Sol, Fa dièse, Fa bécard, Mi. Donc si je joue bien les deux enchaînés, j'ai bien... Eh bien, c'est ce qu'il va y avoir chez Mozart dans cette mesure. J'ai tenu à y passer un certain temps. Je n'ai pas fini parce qu'il y a encore d'autres choses à dire. Je trouve ça quand même extrêmement intéressant. Ce que je voulais dire aussi maintenant, qui est très fascinant, mais je vais peut-être le dire chez Mozart directement, plutôt que de réexpliquer à partir de ces éléments modèles. Je vais donc effacer ça, et je vais écrire le texte de Mozart. Alors, attention. Chez Mozart, on a donc ça. Alors, je joue ce qu'il a écrit, hein, je joue ce qui est écrit sur la partition. On entend ça. Hein. Voilà. Donc, je le joue un peu lentement, qu'on l'entende bien. Ici, on a donc un décalage, une alternance basse, soprano, comme ça. On est d'accord. En fait, en ça, ça ressemble d'ailleurs à la... C'est un hasard, je pense, enfin, c'est sûr. C'est la même chose que dans l'invention en Mi majeur, où on avait aussi basse, soprano, basse, soprano, basse, soprano. Bon, peu importe. Donc, moi, ce que je veux faire entendre, c'est faire entendre simultanément ces deux éléments. Donc, c'est ça. Alors, au risque d'impatienter certains, je vais prendre le temps de réécrire basse soprano et de le réexpliquer en La majeur. Attention, ici on est en La mineur, mais moi je vais le penser en La majeur. Et je le minoriserai, c'est difficile à dire, après, pour plus de clarté.
J'ai donc ici, je vais écrire en clé de Fa, en clé de Sol, pardon. J'écris en clé de Sol. Attention, ce sont bien deux clés de Sol. Hein. Je vais même écrire autre chose. Pardon, de temps d'hésitation. Je vais écrire tout sur une seule portée. Donc j'ai bien La. Je suis en La majeur. Mozart est en La mineur. La section que nous étudions est bien en La mineur. En La majeur, ça donnera ça. Premier tétracorde. La, Si, Do dièse, Ré. La, Si, Do dièse, Ré, de tonique à sous-dominante. Puis, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, de dominante à tonique. Donc ici, je vais me percher là-haut, parce que sinon, comme tout descend ici et tout monte, il y aurait carrément un croisement s'il n'y avait pas ce décalage de 2 octaves. Si je commençais avec une seule octave de différence, les deux lignes se croiseraient. Donc je prends de la distance. Ce qu'il fait, là, cette distance est celle du texte de Mozart, hein, on est bien d'accord. Hein. Là, pour le coup, je ne change rien. Donc j'ai bien La, Sol dièse, première chose, puis Sol bécard, Fa dièse. On se souvient du Do, Si bécard, Si bémol, La. Là, c'est bien La, Sol dièse, abaissement de la sensible, abaissement chromatique de la sensible, Sol bécard, Fa dièse, puis ici Mi. Donc on voit bien que le début, c'est bien une octave, La, et là, c'est bien une octave, Mi. Donc ici, je suis partiellement en Mi majeur, en Mi, donc j'ai bien sensible tonique. J'avais sensible tonique en haut, là-haut, La, Sol dièse, et là, j'ai bien sensible tonique. Puis abaissement de la sensible, ici, abaissement de la sensible, et j'ai ça. Alors là, je suis bien en La majeur. Donc on écoute ça, c'est exactement la même chose que ce que j'avais écrit précédemment en Do. Donc voilà ici, La, Si, Do dièse, Ré, puis Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Donc j'ai bien La. Voilà, ça c'est ça. Donc ça c'est une chose. Maintenant ce que je veux montrer, enfin je ne montre pas grand chose, hein, je fais que souligner des éléments qui sont évidents déjà. Je vais prendre mon beau stylo rouge pour montrer une autre petite chose, pour le signaler ici. C'est intéressant ça aussi, hein, tout ça c'est le jeu de l'écriture tonale, c'est que l'élément tonique sensible est ici, et là on a l'élément sensible tonique en bas en Ré. Là, on a l'élément tonique sensible en Mi, et ici, on a sensible tonique en La. Voilà, bon, ça, c'est rien du tout, c'est évident. Maintenant, je veux montrer une chose, c'est que si je suis en La mineur, l'accord ici est un accord de La mineur. C'est-à-dire qu'il y a un Do bécard qui se promène quelque part. Si je suis en La mineur, cette fois-ci. Mais les deux lignes ne sont pas changées. On est bien d'accord. Mais ici, comme je suis en Ré et que j'ai un mouvement dominant tonique, le Do dièse s'impose comme sensible de Ré, bien évidemment. Donc j'ai beau être en La mineur, j'étais en La mineur pour ces deux premiers éléments, mais ici, comme je suis en Ré mineur, donc avec un Fa bécard en haut, le Do dièse s'impose. Non pas que ce soit la médiante majeure de la gamme de La majeure, non, on est bien dans La mineure, mais ce Do dièse devient sensible de Ré. Hein. Il n'a plus de rôle modal, mais il a bien un rôle tonal de sensible, tonal dans la mesure où il appartient à l'harmonie de dominante qui amène la tonique. J'espère être clair. Bon, ici, je suis partiellement en Mi, donc j'ai bien dominante tonique. Donc, autre élément, l'autre élément que je voulais signaler, je le redis pour être clair, mon propos ici est de dire que les deux notes, j'essaie d'être clair, j'ai tellement à cœur d'être clair que j'en deviens peut-être confus des fois, je ne pense pas quand même. Je veux dire que les deux notes modales en La majeur mineur sont Do dièse en La majeur, Do bécard en La mineur, premièrement. Deuxièmement, Fa dièse en La majeur, Fa bécard en La mineur. Or ici, j'ai beau être en La mineur, le Do est dièse parce qu'il appartient déjà à Ré.
De la même manière, le Fa dièse ici est là parce qu'il appartient à Mi. Résultat général de cette chose, j'écris bien Bécard, et il me faudrait encore une autre couleur, mais bon, n'exagérons pas avec les couleurs, c'est que de manière un peu amusante pratiquement, oui, c'est presque drôle, rions-en, c'est que ici, qu'est-ce que j'ai? Je suis en La mineur, c'est sûr et certain. Mais là-bas, c'est une gamme de La majeur. La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Cette gamme de La majeur est de la gamme qui correspond à du La mineur. C'est un peu à dormir debout, mais c'est une réalité. Parce que les deux notes modales, le Do dièse ici et le Fa dièse ici, appartiennent chacune des deux à d'autres tonalités. Ici à Ré, où elle joue le rôle de sensible, et ici à Mi, où elle joue le rôle de deuxième degré. Voilà. Mais l'élément mineur y est bien, j'ai envie de dire, cherchons-le, trouvons-le. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est donc du La mineur et non plus du La majeur, comme j'avais commencé à le faire précédemment? C'est ici le Fa bécard et le Do bécard. Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire l'aboutissement du premier tétracorde arrive sur une harmonie mineure, c'est bien mineur, et le deuxième tétracorde arrive bien sur une harmonie mineure. Ici sur une harmonie de sous-dominante mineure, et ici sur une harmonie de tonique mineure. Donc c'est bien du La mineur. Mais je le redis, paradoxalement, la gamme, la basse chante une gamme intégrale de La majeur. On se comprend, j'espère m'être fait comprendre. Je pense que c'est très important. Je ne vais pas effacer le tableau pour compléter l'harmonie qu'écrit Mozart. Je prends même la partition et je vais garder mon feutre rouge. C'est-à-dire qu'ici, il écrit des... allez, j'écris en bleu parce que sinon, ça va faire un peu trop perroquet. Hein. Non. Il écrit... Bon, l'essentiel de ce que je voulais montrer, c'est ça. Ce sont les deux voix. Maintenant, Mozart, lui, est à trois voix. Donc, j'écris sa troisième voix. Et la troisième voix est extrêmement simple. Ce sont tout simplement les tierces. La main gauche est écrite en tierce. Donc la Do, il s'agit bien d'un Do bécard, donc c'est bien un accord comme je le disais ici, on est en La mineur, il s'agit de La Do bécard, l'accord est incomplet, aucune importance, la note qui manquerait serait le Mi, aucune importance encore une fois, mais c'est bien mineur parce que le Do est bécard. Ensuite la tierce monte, puis la tierce, puis la tierce. Alors, je regarde pour ne pas me tromper, oui, ce sont intégralement des tierces, hein. Voilà. Intégralement des tierces, donc là, Sol dièse. Alors attention, il faut bien penser, on est en Mi, hein, donc Sol dièse, on est en Mi, mais même là, le Sol dièse, voilà, ça, et ici, peu importe, on se retrouve dans un petit embouteillage de notes, où on ne se retrouve plus qu'à deux notes. Donc on a trois notes à chaque fois. Je ne vais pas détailler maintenant cette harmonie, qui est très simple, hein. Bon, mais je ne vais pas rallonger mon propos, il est déjà assez dense, je pense, pour ne pas en rajouter. Je signale, allez, je dis toujours que je ne fais pas les choses, je les fais toujours. Je dois être insupportable à force. Je fais remarquer quand même cet accord ici, qui est un accord Sol dièse, Si, Ré. Sous-entendu, Mi, Sol dièse, Si, Ré, accord de dominante, hein, Mi, Sol dièse, Si, Ré, mais ça n'est pas un accord de dominante, c'est un accord de sensible, Sol dièse, Si, Ré, dans son état de premier renversement, qu'on chiffre plus 6, 3, peu importe, peu importe, peu importe. Je le fais, c'est pareil ici, plus 6, 3. Je ne veux pas allonger avec cette observation. Ici, j'ai bien un accord de quinte diminuée. Ces deux accords, oui, c'est que je suis insupportable, je pense que c'est une de mes caractéristiques essentielles, parce que, voilà, je le signale quand même, vous voyez, je voulais faire l'impasse là-dessus, mais bon, c'est quand même intéressant, c'est que les deux accords, oui, c'est très intéressant, c'est que les deux accords, je disais que cet accord dépend de celui-ci. Ça c'est l'accord de tonique, ça c'est l'accord de dominante. Ça c'est l'accord de dominante, ça c'est l'accord de tonique. Mais les accords de dominante sont en fait des accords de sensible. En Do, ce seraient les simples accords Si, Ré, Fa. Non pas Sol, Si, Ré, Fa, mais Si, Ré, Fa. Or, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. Ici, c'est bien l'accord Sol dièse Si, Ré, dans son état renversé. Ici, c'est bien l'accord Do dièse Mi, Sol, dans son état, entre guillemets, fondamental. Et on retrouve la même chose ici, ça et ça, c'est pareil, c'est l'accord Ré dièse, Fa dièse, La, accord de sensible de Mi dans son état de premier renversement, puis ici, accord de sensible, pur et simple, dans son état, entre guillemets, fondamental. Je dis entre guillemets fondamental parce qu'il n'y a pas vraiment de fondamental, ce sont des accords privés de fondamental.
mais par commodité, on dit état fondamental. Voilà. Bon, je pense que ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Résultat des courses, si j'ose dire, c'est que sur le plan de la mémoire, je reviens à mon propos sur la mémoire, si je reprends les 4 mesures d'avant, j'ai bien, alors là, bon, je montre l'exemple, j'enlève toute partition, et je ne joue pas le texte, je joue la série d'accords, donc j'ai une mesure qui est Ré, Fa, Sol, dièse. Donc, Ré, Fa, Sol, dièse, une mesure entière qui est comme ça. On est d'accord? Une mesure entière comme ça. La deuxième mesure, Do, Mi, La. La troisième mesure, Sol, dièse, Mi, Si. La quatrième mesure, La, Mi, Do. Puis, et il le refait. Et là, pas de Do. Alors évidemment, c'est pas comme ça que le texte est. Mais ce que je veux dire, et j'y tiens particulièrement, je vais peut-être arrêter pour l'instant pour cette première section, c'est qu'on a déjà ici, la mémoire a déjà fixé tous les éléments. Alors après, il y a aussi le côté instinctif, évidemment, parce que la musique, ça n'est pas que de l'intellect. Loin de là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de l'intellect, c'est de l'ordre du sentiment, de la sensation, de la mémoire tactile, 1000 choses entrent en ligne de compte. Mais quand on a déjà fait ce point sur la question, on a déjà fait un beau travail, et je le redis, cet élément-là, on va le retrouver dans beaucoup d'autres endroits. Alors, après, c'est intéressant, aussi c'est intéressant pour l'harmoniste, hein, pour ceux qui harmonisent, pour les étudiants qui font de l'harmonie, de voir par exemple comment harmoniser le tétracorde ascendant. Hein. Donc ça, c'est vraiment une chose, il faut en profiter, hein, comme on dit, il faut en prendre de la graine. J'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres contextes, et notamment dans les contextes chez Bach, dans ses chorales par exemple. Il se trouve qu'il y a des chorales parfois, je les citerai, hein, je ne vais pas les citer maintenant, où on a l'élément en Do, Sol, La, Si, Do. Ben, comment harmonise-t-il Sol, La, Si, Do? Il l'harmonise comme ça, essentiellement, avec des états des fois différents, mais essentiellement comme ça. Hein. Donc il faut en prendre de la graine, et si j'ose dire, ne pas tomber des nues le jour où ça arrive, hein, c'est-à-dire le jour où on trouve ça, dire ah ben je comprends pas, ou je vois pas à quoi ça ressemble, je vois pas à quoi ça se rattache. Non, il faut être conscient de savoir à quoi ça se rattache exactement, de quoi ça participe. Voilà. Donc est-ce que je joue? Réponse non. C'est pas la peine, je ne vais pas faire de récital de piano, j'en suis pas capable avec mon problème de main de toute façon, et puis bon, c'est pas du tout le sujet. Donc là, on a, ensuite on peut faire un résumé, et je ne vais pas le faire, mais essayer de le dire soi-même, se le dire à soi-même. Il m'est arrivé de proposer un jour à des élèves de raconter la partition. Bon, ça peut paraître ridicule, on ne raconte pas une partition, mais pourquoi pas? Dire par exemple les 4 premières mesures c'est le thème, enfin c'est la ligne mélodique. Après c'est la section cadentielle. Après il y a la rupture, il y a la section à la mineure avec les mi répétés, le chromatisme à la basse. Après il y a la section haletante que j'appelle comme ça, qui fait 4 mesures dont j'ai résumé l'harmonie, puis les 2 gammes, enfin cette gamme-là, puis une autre. Donc là j'ai raconté la partition. Il y a ça, puis 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 il y a ça. Et après, je mémorise, ce qui fait qu'après, je me sens vraiment maître. Ça demande sans doute encore plus de travail, plus d'approfondissement, certes, d'y passer du temps au clavier, mais tout ça participe d'une maîtrise du texte. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une petite pause, et j'aborderai après la section suivante. Je l'introduis tout de suite, là, hein, pendant que j'y suis. On a donc cette gamme. Silence, point d'arrêt, un point d'orgue sur un silence, on l'appelle point d'orgue. Puis la phrase est rejouée, il réécrit la phrase en La mineur. Voilà, etc. Donc, à partir de là, c'est une nouvelle section, et je vais en parler dans la section suivante. Et ça ira donc dans la mesure 29. Cette section est plus longue, plus accidentée encore. Elle va de la mesure 29 à la mesure 43, disons, mais on peut dire aussi 44. Ça dépend si on intègre ou pas le grand trait avec le chromatisme. Enfin, c'est un trait virtuose qu'on trouve un peu
Oh, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin bon, on le trouve aussi dans par exemple dans le récitatif, qu'on appelle récitatif accompagné de Don Elvire, je cite souvent ça, mais bon, c'est pas vraiment la même chose, mais enfin on entend les violons qui tout d'un coup font des traits, hein, bon, mais c'est pas tout à fait de même nature, parce que ceux-là, les traits qui sont ici, on les voit même de loin, même sans les lire, on voit ce sont ces traits extrêmement non mesurés. Chez Mozart, dans le Don Elvire, c'est mesuré. Là, c'est non mesuré, c'est-à-dire sans mesure, c'est libre ad libitum de jeu, enfin, c'est-à-dire que c'est rapide. Il écrit presto, c'est-à-dire que le trait doit vraiment balayer le piano de manière finalement un peu violente quelque part. C'est-à-dire il y a une espèce de violence, comme on trouve, pardon, je cite toujours, mais je recite encore la même chose, Don Elvire. Chez Don Elvire, il y a l'air de colère, enfin elle est en colère contre ce Don Juan et tous ses méfaits, etc. Donc il y a cet halètement, ce désespoir, cette tension, et aussi cette colère, là qui éclate avec ces traits qui sont des traits ravageurs, si j'ose dire, comme si on envoyait balader d'un revers de la main la condition dans laquelle on est. Hein. Bon, c'est une manière de renverser la table, ces traits, si j'ose dire. Il doit être joué de cette manière, avec un certain panache, une certaine rage, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin en tout cas cette véhémence. Hein. Voilà. Voilà pour une première partie. Je poursuis avec la deuxième partie, j'enchaînerai avec la troisième partie, donc les trois parties de l'Adagio, et je consacrerai une prochaine vidéo à la partie en Ré majeur, l'Allegretto.